Aujourd'hui, nous allons spécifiquement aborder la R&D, recherche, innovation et développement. Cette R&D constitue un relais de croissance fort et tout particulièrement dans le contexte actuel, caractérisé par de perpétuelles évolutions et une concurrence forte. Toute entreprise doit résoudre le paradoxe de l'innovation qui oppose la capacité à prendre des risques pour assurer la survie à long terme de l'entreprise et également le besoin de profit à court terme. Ajoutons à cela la désynchronisation des fonctions stratégiques, financières et R&D qui peut même être source de tensions entre celles-ci et ainsi freiner vos projets de R&D. Alors, face à ces défis, comment anticiper l'impact des investissements en recherche et innovation? Comment piloter efficacement sa recherche et innovation? Pourquoi est-ce important de piloter sa recherche et innovation? Évaluer la performance de vos projets de R&D et d'innovation, c'est le sujet que vous propose aujourd'hui Heming avec nos deux intervenants. Marie Jacquard, bonjour Marie. Bonjour, bonjour à tous. Et Grégoire Desplanques. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bonjour Karima, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous deux experts innovation au sein d'Heming. Alors, au programme de ce webinaire, la stratégie d'entreprise soumise à des changements permanents, le paradoxe et enjeu de la recherche-innovation, l'importance de piloter sa recherche et innovation, et enfin, nous aborderons un outil qui permet d'évaluer la valeur de vos projets de R&D et de piloter votre recherche et innovation avec des indicateurs partagés. Ce webinaire est interactif. Pour cela, vous n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Vous utilisez pour cela une fenêtre de chat qui se trouve à droite de votre écran. Nos experts y répondront bien évidemment en fin de webinaire. Donc, n'hésitez vraiment pas à les poser tout au long de la présentation pour que nous ayons le temps de les traiter pendant ce webinaire. Alors, nous démarrons avec vous, Grégoire. Dans un premier temps, pouvez-vous nous dire quels sont les paramètres externes et internes qui challengent la stratégie d'entreprise? Oui, tout à fait, Karima. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, chacune des sociétés est soumise à des changements permanents, tant à la fois dans son contexte économique qu'un environnement technologique qui évolue de plus en plus vite, une pression du marché qui est vraiment accrue, avec une pression de la concurrence de plus en plus forte, des fois des besoins des actionnaires qui se font de plus en plus également pressants, et malheureusement un besoin de trésorerie qui est là souvent où le bas blesse. Donc dans ce contexte en forte évolution, le CODIR a souvent besoin de pouvoir répondre et s'adapter très rapidement sur ce point-là, et notamment au niveau de sa recherche et de son innovation, qui malgré tout présente un paradoxe très fort. En effet, sur ce point, la recherche et l'innovation est une source d'incertitude très forte. Or, c'est dans ce cadre-là où il a besoin de mettre en place des indicateurs les plus pertinents. Malheureusement, les sociétés rencontrent souvent un autre dilemme. Un premier constat, c'est d'avoir de plus en plus de projets à mener en recherche et innovation, avec une capacité financière soit stable ou généralement en décroissance potentiellement. Donc du coup, deux grands aspects, deux grandes questions à répondre. Comment identifier des projets en recherche et innovation à plus forte valeur ajoutée pour pouvoir affecter au mieux les ressources afin de pouvoir les mener le plus rapidement possible pour générer du cash, et également comment financer les projets en recherche et innovation de façon générale. Pour ce faire, quand on regarde les définitions sur la recherche, l'innovation et le développement, donc juste sur le côté incertitude, on voit que tout ce qui est recherche et innovation sont là où il y a les incertitudes les plus fortes, la recherche au niveau des incertitudes technologiques et scientifiques, et l'innovation au niveau des incertitudes marché qui sont très fortes. Le développement n'est pas autant pas mis de côté, mais les incertitudes sont plus faibles et souvent maîtrisées via des techniques comme les techniques de QCD ou de LIM par exemple. Le deuxième constat également, c'est que les budgets consacrés à la recherche et l'innovation au sein de l'ensemble recherche, innovation et développement sont souvent une part assez faible vis-à-vis du développement. Or, pour pouvoir améliorer cette importance des travaux de recherche et d'innovation qui génèrent les profits de demain, il est important de pouvoir mettre en place des leviers pour améliorer cette part de la RI au sein de cet ensemble R&D. Et pour cela, deux grands moyens, soit d'augmenter le budget général, ce qui est souvent assez dur, ou autre moyen, et c'est sur lequel on va essayer de s'axer aujourd'hui, augmenter la performance des projets en recherche et en innovation.
Autre constat, je dirais le troisième, c'est que les phases de recherche et d'innovation sont très en amont du projet vis-à-vis de l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et donc, il est très difficile d'en estimer la rentabilité finale sur l'ensemble du projet. Encore une fois, l'importance d'avoir des besoins de métriques mis en place dès le départ qui soient pertinents pour la société et de manière à répondre au mieux pour une société donnée à ce besoin de métriques. Alors pour ce faire, on va essayer de vous poser 2 questions via un outil interactif. Vous allez pouvoir y répondre directement. La première question qui sera: connaissez-vous le taux moyen d'investissement en recherche et en innovation dans votre domaine d'activité? Et la deuxième question: connaissez-vous le taux d'échec de vos projets de recherche et d'innovation? Donc le sondage doit s'afficher à l'écran. Donc juste des questions simples pour voir un peu sur l'affinité des gens avec ces métriques et dans ce domaine-là, dans cette partie du domaine d'activité. Donc là, je pense que les réponses sont en train de s'accroître. Dès qu'on aura un taux, on va dire, critique, pertinent de réponses, Karima donnera ces dernières. Donc encore quelques secondes pour y répondre. Voilà, donc je pense que maintenant vous avez on a atteint ce seuil de réponse critique, donc on est en train de les analyser très rapidement pour pouvoir vous donner les résultats. Karima? Alors, à la première question, 43% des participants ont répondu oui, 57% des participants ont répondu non. À la seconde question, connaissez-vous le taux d'échec de vos projets de R&I? 42% des participants ont répondu oui, 58% des participants ont répondu non. Donc, dans les deux cas, un bon 50-50. Voilà, donc effectivement, c'est très bien. Cette connaissance amont à la fois de l'investissement en recherche et innovation et du taux d'échec est un élément clé. Si on regarde dans des grands domaines d'activité, donc pour reprendre les questions qu'on vous a posées, si on applique à 4 grands domaines au niveau pharmaceutique, on se rend compte que l'investissement en recherche et innovation représente 14% de la capacité financière dans ce domaine-là. Au niveau de l'informatique, on est plutôt à 10% et après on décroît au fur et à mesure. Tout ce qui est aéronautique, 5% et les techniques industrielles, on va dire plus classiques, on est aux alentours de 3%. Sur le taux de l'échec, les enjeux économiques associés, on se rend compte que c'est vraiment une question pertinente. Parce que si on reprend l'exemple de la pharmacie, du domaine pharmaceutique, où on était à 14% d'investissement en recherche et l'innovation, on se rend compte que près d'une molécule sur 1000 seulement va donner lieu à la génération d'un médicament. Donc un taux d'échec qui est très fort et par conséquent un coût de l'échec qui est très très fort également pour un retour sur investissement estimé à 16 ans. Donc on se rend bien compte de l'importance de mener des projets et de pouvoir sélectionner au plus tôt les projets les plus performants et les plus prometteurs en termes de solutions économiques finales. Et la question à se poser est justement de quel levier on peut mettre en œuvre pour réduire ce taux d'échec et donc en améliorer la performance. En effet, le coût de l'échec peut être très conséquent, comme on vient de le voir, en fonction des secteurs, et il faut pouvoir le maîtriser. Donc du coup, la question qui suit, c'est pourquoi est-ce important de piloter sa recherche et son innovation. Donc on vous rappelle aussi, c'est toujours important de pouvoir faire des questions. Vous avez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire. Oui, donc, merci Grégoire, effectivement. Vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure de votre présentation. Donc merci pour cette première partie. Après avoir expliqué l'importance de piloter sa recherche et innovation, Marie, je vous donne la parole pour expliquer comment piloter cette recherche et innovation. Donc juste, c'est moi qui présente cette petite partie-là. Juste en transition, effectivement, au niveau de la recherche et l'innovation, on parlait des indicateurs et de métriques à mettre en place. On se rend compte en fait avec les différents benchmarks qu'on a pu faire au niveau des sociétés, c'est que ces indicateurs sont les critères de décision
qui varie en fonction des départements. On se rend bien compte qu'il généralement, il y a 3 grands volets de pilotage qui sont en place au sein des sociétés. Un pilotage stratégique, généralement mené par la direction, qui vise à avoir une vision de rentabilité globale de la société, un horizon à long court, moyen et long terme. Un deuxième qui est le pilotage financier, donc tout ce qui va être sur l'implication, la bonne utilisation des investissements, et un pilotage scientifique pour la recherche et l'innovation au sens large, qui lui est limité via des possibilités technologiques au sein de la société et au sens plus large du domaine. Pour autant, on peut se rendre compte qu'il y a généralement des désynchronisations entre ces 3 visions, ces 3 grands axes de pilotage, et cette désynchronisation peut amener à une perte de potentiel de la recherche et de l'innovation d'un projet par une mésentente, un mauvais alignement, d'où l'importance de pouvoir créer un langage commun pour pouvoir réaligner ces 3 visions de façon à atteindre le plus efficacement possible les objectifs stratégiques fixés par la société. Donc du coup, concrètement, comment piloter sa recherche et l'innovation? Oui, et comment améliorer la performance de la RI si elle n'est pas encore mesurée. Donc la réponse d'Aiming à cette problématique. En préambule, une précision à ce sujet. La vision d'Aiming s'inscrit dans la démarche qui a été initiée par le partenariat entre Renault et les mines ParisTech qui ont travaillé sur le sujet. Donc pour répondre à ces questions, voici la logique. C'est que pour identifier les relais de croissance de demain, on adopte une vision commune des différentes instances décisionnelles à l'échelle du projet et à l'échelle d'un portefeuille projet. Cette vision, elle doit s'appuyer sur des éléments mesurables et concrets de la performance d'un projet. Donc ces éléments concrets, ils s'expriment à travers 3 dimensions pour avoir un outil d'aide à la décision qui soit cohérent pour piloter ces projets. Donc le pilotage stratégique, qui est la relation entre la stratégie d'entreprise et le projet. Le pilotage des incertitudes des projets de REI, par exemple la maturité d'une technologie ou la complexité d'un projet. Et le pilotage de la valeur, aussi bien économique que non économique, comme le dépôt d'un brevet par exemple. Avec ces éléments, on va avoir donc 2 visions. Une première vision à l'échelle projet avec des jalons de décision go, no-go sur des projets pour être capable de les arrêter ou de les dynamiser le plus tôt possible pour minimiser les coûts de l'échec. L'autre vision plus macro sur la création du portefeuille projet ou de sa gestion dynamique. Donc, cette méthode, elle propose une base commune de discussion pour l'ensemble des intervenants et des décisionnaires d'une société sur les projets de recherche et d'innovation afin d'optimiser les investissements et donc maximiser les profits. Donc, concrètement, quelles sont les phases de la mission telle qu'elle est menée? La première phase vise à disposer d'une vision synthétique des projets suivant les 3 dimensions, donc valeur, stratégie et incertitude. En fait, cela se présente sous forme d'une cartographie de vos projets en fonction de vos indicateurs spécifiques. Plus précisément, le livrable, c'est un SWOT où chaque projet, donc les cercles que vous pouvez voir, est positionné en force, faiblesse, opportunité ou menace. Les 2 variables sont les dimensions qu'on a évoquées précédemment. Donc, en ordonnée, on va pouvoir juger le risque associé. Plus un projet sera vers le haut, plus son risque sera faible. Et en abscisse, de la même manière, on va pouvoir juger l'intérêt, qui en fait rassemble les 2 dimensions, valeur et dimension stratégique. Donc, on va pouvoir avoir une photographie à un instant T de ces projets et ainsi les piloter au regard des différents indicateurs. Par exemple, si votre projet est en menace, on va pouvoir regarder pourquoi est-ce qu'il est en menace et voir comment l'améliorer ou voir s'il est pertinent de le continuer. Quelle est la méthodologie pour élaborer cette première phase? Dans un premier temps, il s'agit d'identifier l'ensemble des indicateurs pertinents à votre société. Ainsi, on élabore un questionnaire où en fait les questions viennent retranscrire les KPI de manière plus opérationnelle. Chaque critère ensuite est pondéré, ce qui permet d'obtenir la cartographie de vos projets, donc cette analyse multidimensionnelle. Et on vient ensuite tester avec vous un panel de projets et suite à votre retour d'expérience, on vient affiner
en ajoutant possiblement de nouveaux critères et ainsi mieux retranscrire la réalité de vos projets. Un focus maintenant sur le questionnaire, donc qui se décline en 3 grandes parties, qui représentent en fait les 3 dimensions valeurs, stratégie et incertitude. Et chaque question au sein de ces parties est le reflet donc de vos KPI définis ensemble. Donc quelques exemples. Pour la valeur, on peut se demander si ce projet a donné lieu à une publication scientifique ou un brevet, ou s'il peut obtenir un financement extérieur. Au niveau de la stratégie, on peut regarder le time to market ou se poser la question, ce projet peut-il conduire à un partenariat stratégique? Au niveau des incertitudes, on peut également tout à fait regarder le niveau de TRL du projet ou se demander si les connaissances générées par ce projet sont duplicables par la concurrence. Bon, bien sûr, le questionnaire peut intégrer de nombreuses autres questions. Donc, toujours dans la même démarche que tout à l'heure, on va vous poser 2 questions qui vont s'afficher. La première, possédez-vous une stratégie d'innovation au sein de votre entreprise? Et la deuxième, à quel axe stratégique se rapportent préférentiellement les KPI que vous utilisez? On vous laisse quelques secondes pour y répondre. Le temps qu'on récolte toutes les réponses. Et Karima, quand tu as les résultats. Nous avons les résultats de la première question. Votre entreprise a-t-elle développé une stratégie d'innovation? Les participants ont répondu oui à une majorité, 83%, et donc non à seulement 17%. La seconde question, à quels axes stratégiques se rapportent préférentiellement les KPI que vous utilisez? 21% des participants ont répondu au suivi de production. Pour le suivi financier, c'est un axe utilisé par 73% des participants. La cohérence stratégique dans 27% des cas. Le progrès technologique concernant 40% des participants. Et les indicateurs de marché à 27%. D'accord. Donc, on voit bien que majoritairement, il y a une stratégie d'innovation qui est mise en place et en revanche que les KPI sont majoritairement sur le suivi financier de vos projets. Au niveau des résultats, donc, on peut dire que certes, vous utilisez des KPI dans le cadre du suivi de production, du suivi financier. Notre approche, nous, c'est de pouvoir vraiment définir des indicateurs encore plus amont pour permettre d'avoir une vision globale et en cohérence avec toutes les dimensions qu'un projet implique. Donc, pour reprendre ce que vient de dire et compléter ce que vient de dire Marie, la deuxième phase d'une réalisation d'une mission sur la mesure de la performance de la recherche et l'innovation, c'est de revenir sur cette première phase, on va dire, de test, qui est de développer et de faire une cartographie à un instant T, en venant revenir sur le retour d'expérience lié au premier projet, au premier, on va dire, phase de test réalisée, et d'affiner derrière des indicateurs, avec de nouveaux indicateurs plus pertinents de ce qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, ce serait des éléments plus discriminants sur des parties à la fois financières et technologiques en fonction des 2 plus grands KPI qui sont sortis du sondage. Pour autant, on n'enlèverait pas les autres éléments qui sont dont la pertinence permet d'accroître, je dirais, l'efficacité de cette analyse de manière croisée, en fait. Là-dessus, on va pouvoir derrière venir essayer de générer des représentations en fonction des horizons de temps, par exemple, si vous avez besoin de ces aspects-là, donc à court, moyen et long terme, ou définir différents critères de sélection du portefeuille. Au regard de la stratégie de l'entreprise, ça peut être en fonction de thématiques scientifiques ou technologiques que vous pouvez avoir besoin en interne, ou derrière en fonction de phases d'avancement, ce qui va nous permettre de vous construire avec vous des tableaux de bord les plus pertinents, les plus efficaces pour vous permettre de piloter
et de construire au mieux un portefeuille de projets à la fois pertinent et équilibré en fonction des éléments dont vous avez besoin. Donc là, on va vous présenter des exemples de livrables, encore une fois, qui ne sont que des exemples, parce que tout est développé à façon. Donc, on peut avoir des exemples de livrables sur un pilotage à la fois macroscopique sur le portefeuille, donc là, sur le budget, mais ça peut être aussi sur les équivalents temps plein qui participent à votre recherche et à votre innovation. Ce sont des éléments qui sont dynamiques, car ils s'adaptent en temps réel à l'évolution des projets que vous pouvez retenir, ne pas retenir, ou des futurs projets que vous voulez incrémenter dans l'outil. Et c'est prospectif parce qu'il permet d'anticiper donc à la fois des besoins budgétaires et des besoins, aussi c'est les équivalents temps plein, donc des besoins de ressources dont vous pouvez avoir besoin. Et ça permet également d'illustrer le risque associé à l'ensemble du portefeuille de projets en fonction des projets retenus au sein de cette analyse. On peut également envisager des éléments de pilotage, on va dire détaillés et plus fins du portefeuille. Donc on a essayé de faire des choses vraiment volontairement simples, visuelles, pragmatiques au niveau des tris, des filtres associés, de manière à vous permettre d'être le plus réactif possible. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, c'est une chose qui se veut évolutive, car chaque modification est directement retranscrite et implémentée dans les tableaux de bord, et ça vous permet de mesurer les données utiles pour votre pilotage en fonction d'objectifs que vous avez pu vous fixer, et ces derniers sont vraiment évolutifs dans le temps, et au fur et à mesure, on peut les modifier et s'adapter pour coller vraiment à votre stratégie d'entreprise. In fine, la dernière phase est vraiment d'analyser des anomalies de positionnement, s'il y en aura toujours, avec cette vision objective de vos projets par rapport à ce que vous, en interne, vous pouvez avoir, donc qui serait plutôt du subjectif, et justement d'analyser ces anomalies de positionnement de manière à identifier les différents leviers à activer pour redynamiser ces projets. Alors, ça peut être des projets que vous auriez pensé étant en force, parce que considérés comme des projets majeurs pour votre entreprise, et que suite à l'analyse, ils se positionneraient soit en faiblesse, soit en opportunité, et justement, comment faire pour permettre à ces derniers d'être repositionnés vraiment en force, donc intervenir soit sur des éléments de techno-scouting, des éléments qu'on s'appelle de recherche de partenaires, etc. En effet, cette mission et cette analyse n'est pas à prendre dans une vision, je vais dire, isolée, mais à repositionner dans une offre de management global de l'innovation et de pensée globale de l'innovation pour votre démarche R&D, qui peut intervenir à la fois sur les stratégies d'innovation, comme on vient de le mentionner ici, mais également sur l'efficacité des processus. Donc là, je peux vous renvoyer sur le site d'Aiming à la plateforme qui est ouverte justement gratuite sur la mesure des processus de l'innovation, ou ça peut être sur des éléments de pilotage de portefeuille de projet en collaboration notamment avec des opérations performance de manière à améliorer le design to cost éventuellement, ou sur des aspects, on va dire, plus pratiques liés à la RI, sur tout ce qui peut être des intelligences technologiques. Et bien sûr, in fine, de manière à améliorer les capacités de financement de vos projets. Donc, en résumé de cette présentation, on voit bien que pour piloter efficacement ces projets innovants, il faut pouvoir aligner les différentes visions qui se complètent au sein d'une entreprise en définissant un référentiel commun. C'est ce que propose notre approche. Donc, comment? Par une analyse multidimensionnelle qui repose sur 3 dimensions, le pilotage de l'incertitude, le pilotage stratégique et le pilotage de la valeur, qui sont en fait basés sur une combinaison propre d'indicateurs clés que l'on définit avec vous pour obtenir une projection simple, dynamique et réutilisable dans le temps. Ainsi, vous avez un outil d'aide à la décision pour la gestion stratégique dynamique de la RI et des projets associés, et ou également possiblement pour la prospection de nouveaux projets et ou de partenariats. La présentation est terminée. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous. Merci Marie, merci Grégoire, merci pour cette présentation. Effectivement, maintenant, nous laissons place à vos questions. Nous en avons reçu quelques-unes tout au long de la présentation. Vous pouvez continuer d'en poser via la petite fenêtre de chat qui se trouve à la droite de votre écran,
Nous les prenons au fur et à mesure, nous les posons à vos experts et vous obtenez une réponse. Donc, première question en pratique, comment internalise-t-on cet outil? Donc, une question en relation directe avec, avec votre dernière partie. Alors, il faut savoir que cet outil est un fichier Excel. Donc, il est adaptable et on peut très bien imaginer une intégration des données de l'ERP dans ce fichier. En interne, ça peut être une personne qui le remplit, une personne qui détient toutes les visions associées à un projet, ou du coup, il peut être tout à fait transférable à plusieurs personnes qui détiendraient la vision spécifique nécessaire. Très bien, merci pour cette réponse. Nous avons une seconde question. Votre outil permet-il de suivre l'évolution d'un projet? Donc, pas mal de questions liées justement à l'outil, donc c'est très bien, je vous laisse y répondre. Alors, sur cet aspect-là, comme on a pu le présenter tout à l'heure, l'outil va faire des bilans à un instant T, on va dire des photos à un instant T. Donc, on peut parfaitement suivre l'évolution d'un projet, soit en sélectionnant qu'un seul projet et en comparant deux photos, par exemple, à 6 mois d'intervalle, ce qui permet de suivre l'évolution de ce dernier. Et on peut très bien aussi envisager, parmi l'ensemble du portefeuille affiché, par exemple, sur une cartographie SWOT, de voir de façon dynamique l'évolution d'un projet sur un intervalle de temps donné. Donc 3 mois, 6 mois, 1 an, en fonction du desiderata et des besoins des différentes sociétés. Très bien. Merci pour cette question, pour cette réponse, pardon. Une troisième question qui est arrivée, toujours en lien avec cet outil. À quel type de société cet outil s'adresse-t-il? Alors pour ça, on va dire il n'y a pas de sociétés qui peuvent être exclues d'entrée de jeu du scope de cet outil, à part celles qui ne font bien sûr pas de recherche et d'innovation. Mais je dirais, pour celles qui en font, peu importe la pondération entre les projets de recherche, innovation et développement, ce qu'on peut même envisager d'analyser et d'intégrer dans cet outil, des projets qui soient, on va dire, en début de production, début de fabrication, on va dire sur la transition recherche-production. De manière, on va dire, à comparer, à voir l'évolution de ces projets-là. Donc, il n'y a pas de projet tabou. De même, il n'y a pas de domaine d'intervention, de thématique préférentielle. Ça peut très bien intervenir sur des sociétés qui sont en agronomie, en aéronautique, en agroalimentaire, en informatique, pharmaceutique. Donc, c'est vraiment des KPI qui sont liés à votre domaine d'activité, qu'on définit en plus conjointement avec vous. Pareil, le wording des questionnaires, on le développe ensemble de manière à ce que ce soit le plus adapté, le plus efficace en interne pour vous. Donc, je dirais, les typologies de sociétés sont celles qui mènent des travaux en recherche et innovation avec un nombre de projets, on va dire, au moins supérieur à 10, de manière à avoir une pertinence de la confrontation des différents projets pour la discrimination de ces derniers. Voilà. D'accord. Merci pour cette réponse, Grégoire. Une autre question. Est-ce que vous pouvez pondérer les 3 dimensions suivantes, la valeur, la stratégie et les incertitudes? Donc, ces 3 dimensions sont pondérées à travers en fait les différents KPI qu'on va identifier. Chaque KPI se rapporte à une de ces dimensions. Donc, comme je vous l'avais mentionné, à travers des questions, les réponses sont pondérées et différemment en fonction de leur importance pour votre société. Donc, en complément de ce que vient de dire Marie sur la pondération au niveau de chacune des questions à l'intérieur de chaque axe, soit stratégie, valeur ou incertitude, on peut également mettre en place une pondération directement sur les axes, sur ces différents axes. Comme on l'a vu tout à l'heure, la plupart d'entre vous avaient pour 73% des KPI basés sur l'aspect financier. Si c'est ça qui drive et qui est, je dirais, votre élément principal de pilotage de votre recherche et d'innovation, cet axe-là, on peut le pondérer de façon un peu plus forte, de manière à ce qu'il emporte un petit peu plus le pas sur les autres,
Pour autant, on ne viendra pas annihiler les deux autres axes. Encore une fois, c'est l'ensemble des réponses à ce questionnaire, l'ensemble des réponses à ces trois axes qui permettent la pertinence de l'outil, bien le fait de croiser ces trois axes qui apportent le plus de valeur ajoutée à cet outil. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Grégoire? Y avait-il d'autres questions du coup? Non, nous n'avions pas d'autres questions, donc c'est la fin de ce webinaire. Nous vous remercions pour cette présentation, Marie et Grégoire. Vos coordonnées s'affichent à l'écran, donc n'hésitez pas à joindre ou contacter nos experts si vous avez des questions complémentaires ou besoin d'informations. Cette présentation vous sera envoyée par email. Donc vous la recevrez dans la journée par email. Nous vous donnons rendez-vous sur nos prochains webinaires. Le jeudi 15 juin, donc dans 2 jours, un webinaire flash dédié à l'énergie. Optimisez vos taxes et obtenez des subventions. Et la semaine prochaine, jeudi 22 juin, nous aurons un webinaire dédié à le webinaire qui s'affiche à votre écran, dédié au préfinancement de votre crédit d'impôt recherche qui sera réalisé en partenariat avec Neftis Conseil. Les liens d'inscription seront dans la présentation qui vous sera envoyée par mail. Nous vous souhaitons une agréable journée et merci pour votre participation à ce webinaire. Merci et au revoir.